Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de casser quelques mythes et autres idées reçues au sujet des pilotes de chasse. Et si j'ai décidé de traiter le sujet, c'est à cause du niveau de commentaires parfois lunaires, sinon complètement débiles, qu'on peut lire entre autres sous les vidéos YouTube qui parlent d'aviation de chasse justement. Si pour certains, ça vient souvent d'un manque de connaissance du sujet, pour beaucoup d'autres, en fait, on sent qu'ils ont une image du pilote de chasse complètement biaisée, voire même idéalisée. Et pour preuve, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu ces vidéos d'anciens pilotes de la Seconde Guerre mondiale, presque centenaires, qui reprennent l'air à bord d'un Spitfire ou d'un Mustang, et qu'on compare à des jeunes qui perdent connaissance lors des évolutions de leurs appareils. Et là, c'est la foire au n'importe quoi. Il y a ceux qui disent que de toute façon les pilotes de cette époque étaient faits d'une autre trempe, ceux qui disent qu'un avion hélice de toute façon ça peut pas prendre autant de jet qu'un chasseur moderne à réaction, et j'en passe et des meilleurs. Alors à partir de là, on va remettre l'église au milieu du village, les barres sur les T, les points sur les I, et je vais vous expliquer d'abord pourquoi ce genre de vidéo, c'est de la merde, et ensuite on verra pourquoi il n'y a pas besoin d'être Superman ou Captain America pour être pilote de chasse. Et pour désamorcer tout de suite le genre de commentaires que je vais pouvoir lire, du genre « T'es qui pour la ramener comme ça, toi, t'as pas été pilote de chasse ?» Je vous rappelle quand même que j'ai été contrôleur aérien dans l'armée de l'air pendant 18 ans, et que par conséquent, j'avais la même aptitude médicale que les pilotes de chasse, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard, et que ça m'a permis de voler sur DR400, Nord 262, Transal, Casa 235, AWACS, C-135FR, mais aussi sur hélicoptère Fennec, Puma, et que j'ai aussi plusieurs dizaines d'heures de vol sur Alpha Jet, donc les avions de la patrouille de France, et aussi sur Mirage 2000. Voilà. Quand j'étais pas le cul dans un avion, j'ai aussi contrôlé des milliers de vols et des centaines de missions de combat et de police du ciel, et vous verrez qu'une mission de combat, en général, c'est très loin de ce que vous imaginez, et que ça peut même être très chiant. On va pas faire du dogfight à chaque fois qu'on prend l'air. Bref, revenons-en à cette vidéo de notre vieux pilote de chasse. Comment ça se fait qu'un papy centenaire soit capable de tenir quand son avion fait des évolutions, alors que les jeunes, eux, perdent si facilement connaissance? Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'adresse à ceux qui n'y connaissent rien, justement. Déjà, le montage de base de ces vidéos putaclic vous laisse croire que le petit vieux monte tout seul dans son avion et que c'est lui qui pilote. Alors qu'en réalité, quand on retrouve le reportage original, on comprend vite qu'en fait, il est là en passager dans un biplace et que c'est pas lui qui pilote du tout. Et oui, pensez quand même pas qu'on va leur laisser des commandes alors qu'ils n'ont sûrement pas tenu le manche d'un tel avion depuis des décennies et que leur état de santé est peut-être un petit peu précaire. Faut quand même arrêter de rêver. Et puis je vais encore vous décevoir, mais voler dans un DR400, un Piper ou un Mustang, si c'est juste pour faire une petite balade au-dessus de la campagne, ça change absolument rien. De la même manière d'ailleurs que si on veut décoller en avion de chasse, ça peut se faire aussi tranquillement qu'un décollage en Airbus pour partir en voyage pendant les vacances. Si on veut faire un parallèle avec l'automobile, on peut rouler en Bugatti de 1200 chevaux de la même manière que dans une Clio. On n'est pas obligé d'être à fond tout le temps sur l'accélérateur en mettant des grands coups de gaz sous prétexte qu'on a de la puissance. Ça peut très bien se rouler à 50 km/h en ville. Donc, ils ont tout simplement emmené Papy faire un tour en avion. Mais alors vous allez me dire, on voit bien qu'il fait des figures là et que lui il a l'air à l'aise, pas comme les autres pimpins là qui tombent dans les pommes. Eh bien là encore c'est simple, c'est impressionnant pour ceux qui n'y connaissent rien. Parce que la figure qu'il fait, ça s'appelle un tonneau barriqué. C'est joli, c'est une figure basique, mais c'est surtout une figure où tu ne prends pas de jet. En gros, le pilote tire légèrement sur le manche, il bascule d'un côté pour faire une rotation complète autour de l'axe longitudinal de l'appareil, et si c'est bien fait, tu restes à un jet tout le temps. Autrement dit, mis à part le fait de te retrouver la tête en bas, c'est comme si tu restais tranquillement assis, le cul sur ta chaise, il n'y a rien de plus. Et si vous ne me croyez pas, sur internet, il y a tout un tas de vidéos où on voit des gars faire cette manœuvre en se servant un café ou un coca, la tête en bas. Et il y en a même qui l'ont fait avec un Transal ou un Boeing 707. Donc vous l'avez compris, mais Papy ne s'est pas pris 7 ou 8 G dans le dentier, il est juste resté confortablement assis sur son siège, avec un pilote aux commandes qui a dû faire très attention pour ne pas trop le brusquer, et je suis sûr que Papy, il a dû kiffer ça à mort, j'en suis sûr. Par contre, tous ceux qu'on voit perdre connaissance, contrairement à Papy justement, ils s'en prennent plein la tronche, justement parce que c'est pas un petit tonneau barriqué tranquille qu'ils font, c'est un virage très serré à plusieurs G, et quand d'un coup tu pèses plusieurs centaines de kilos, tu n'as pas de combinaison anti-G, et qu'on ne t'a pas expliqué quelques techniques de contraction musculaire ou de respiration pour résister au mieux à la pression, rien de plus normal que de lâcher la rampe et de finir le nez dans les chaussettes.
Et c'est là qu'on va en venir à la condition physique des pilotes de chasse, et que je vais peut-être vous briser un peu votre vision des choses. Mais les pilotes de chasse ne sont pas des athlètes hyper entraînés, capables de choses que vous ne pourriez pas faire. Loin de là. Et d'ailleurs, j'en sais quelque chose, puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai moi-même fait plusieurs dizaines de missions à bord d'avions de combat. En fait, ce dont personne ne parle jamais, c'est que tous les contrôleurs aériens civils ou militaires, et tous les personnels navigants d'ailleurs, qu'ils soient pilotes de chasse, pilotes de ligne civile, navigateurs, mécaniciens de bord, stewards ou hôtesses de l'air, passent tous la même visite médicale au centre d'expertise médicale du personnel navigant, qui appartient à l'armée de l'air d'ailleurs. Alors oui, c'est une visite médicale très complète, c'est pas votre médecine du travail, mais bon, toute personne normalement constituée et en bonne santé ressort de là avec son contrôle technique validé à la main, et vous vous y fait pas passer non plus des tonnes de tests du genre de la sélection pour la NASA dans l'étoffe des héros. Et c'est pour ça qu'en tant que contrôleur de défense aérienne, ayant la même aptitude médicale qu'un pilote de chasse, je pouvais voler à ma guise sur n'importe quel avion militaire. Et comme en plus j'avais la chance de travailler à Tours, dont la base aérienne accueillait à l'époque l'école de chasse, il me suffisait d'appeler la veille dans les escadrons pour savoir s'il y avait une mission où je pouvais me greffer en passager, et le tour était joué. Alors autant vous dire que je ne me suis pas gêné pendant bien des années pour me faire plaisir. Alors maintenant qu'on a parlé ça, il faut aussi comprendre quelque chose de simple. Le corps humain, en bonne santé, s'adapte beaucoup plus facilement aux contraintes du vol que vous pouvez l'imaginer. Avant de faire mon premier vol en Alpha Jet, j'ai eu la chance d'être briefé par un copain élève pilote de chasse qui m'a donné quelques conseils simples plutôt que de me laisser partir à l'aventure comme ça de moi-même. Quand tu prends des jets, donc du facteur de charge, il ne faut pas compter que sur ton pantalon anti-jet pour garder le sang à la tête. Il faut aussi contracter les muscles des jambes, serrer les abdos et les muscles du cou, gonfler les poumons et relâcher son souffle le plus lentement possible. Hold in, you're on top, breathe. Drop the shoulders, keep the chest relaxed, breathe. Press out with the abs, clench the glutes, breathe. Make sure you're getting enough air back in, breathe. Drop those shoulders, squeeze the abs and glutes, breathe. Max intensity out of that lower body, breathe. You're almost there, and terminate, terminate, terminate. Hold the strain, and relax. Le but de tout ça, c'est de comprimer au maximum le réseau sanguin et empêcher le sang de descendre dans les jambes et quitter le cerveau. Ce qui peut vous amener au voile gris, donc quand on perd la vision des couleurs d'abord, puis au voile noir, et enfin à la perte totale de connaissance. Et enfin, en cas de besoin, il y a aussi un dernier petit truc, c'est le petit bouton magique Oxygène 100% qui permet de redonner un petit coup de boost de bienvenue au cerveau en cas de besoin. Alors quand j'ai fait mon premier vol sur Alpha Jet, tous mes sens étaient en alerte, et lors des premières évolutions, rien de plus bizarre et impressionnant que de sentir tout son corps tiré vers le bas pendant que votre combinaison anti-G commence à vous écraser les jambes. Et pourtant ce jour-là, je n'avais pris que 3 G maximum, pas plus. Mais au bout de quelques vols, j'y prêtais même plus attention. Mon cerveau et mon corps avaient intégré ce nouvel élément, et ce n'est qu'au-delà de 5G que je commençais vraiment à me concentrer sur les techniques dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et au bout du compte, aller faire de la voltige ou de l'entraînement au combat à 6 ou 7G, c'est rapidement devenu suffisamment jouissif pour être parfaitement supportable. Et pourtant, je volais beaucoup moins régulièrement que n'importe quel pilote de chasse. Mais mon corps et mon cerveau avaient compris le délire, comme on apprend à faire du vélo sans jamais rien oublier. La seule fois où j'ai vraiment pris très cher, c'était lors d'une mission de combat en Mirage 2000 sur la base de Cambrai en 2004. Ce jour-là, on était parti pour une mission de combat à vue en 2 contre 2, et même si les engagements en dogfight ne duraient pas longtemps, à peine quelques minutes, subir 7 à 8 G pendant plusieurs minutes de suite, ça devient vite exténuant. Tout votre corps est irrémédiablement écrasé vers le bas, votre poitrine est tellement comprimée que chaque inspiration devient pénible, votre casque devient un sac de ciment posé sur votre tête qui vous tord les cervicales, et le simple fait de vouloir lever le bras devient un véritable exercice de force. Alors finalement, après 3 engagements intenses, tout le monde remet le cap vers la base, et dans le dernier circuit de piste, mon pilote, qui avait remarqué que j'avais bien encaissé la mission sans trop de problèmes, me propose de me prendre 9G. Comment refuser une telle proposition, quitte à être venu voler sur Mirage 2000, autant en profiter pour me faire valider 9G. Alors, dans un dernier coup de manche, il nous met sur la tranche et tire tout ce qu'il peut. En l'espace d'un instant, dont je me rappelle comme s'il avait duré des minutes entières, je perds le sens de la couleur, puis mon champ de vision se rétrécit comme si je regardais dans un tube de plus en plus petit, pour finir totalement dans le noir. Et pendant que je perds la vue malgré l'ensemble de mes muscles contractés comme un sphincter un jour de coloscopie, je sens la cellule de l'appareil vibrer de partout comme un tremblement de terre magnitude 10. Une seconde de plus, et j'aurais certainement perdu conscience. Mais le pilote a entendu les plaintes de son avion, avant les miennes, relâché le manche, et en un éclair, tout est revenu, la vue comme les couleurs, avec en prime le plus grand sourire que j'avais eu depuis des années. Alors oui, ce jour-là, j'ai pris cher,
mais pas plus qu'un coureur de fond à qui on demande de faire pour une fois un 400 mètres à pleine balle. Ça sortait de l'ordinaire, mais je l'ai encaissé. Pas parce que j'étais un surhomme, mais tout simplement parce que j'étais prêt, en bonne santé, et que je savais ce que j'avais à faire pour repousser un peu mes limites. Mais si j'avais dû subir ce genre de choses, sans équipement et sans savoir ce que j'avais appris pendant tous mes vols précédents, bah moi aussi, comme ces gens-là dans la vidéo, j'aurais tourné la carte en quelques secondes. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que les pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale ne prenaient pas autant de jets que dans des avions de chasse modernes à réaction, eh bien vous vous foutez le doigt dans l'œil. Lors des combats tournoyants, les pilotes de chasse de l'époque pouvaient facilement prendre entre 6 et 7 G et sans combinaison anti-G. Et lors d'un virage très serré à pleine vitesse ou en piqué ressources à 800 km/h, il arrivait parfois même que ces pilotes perdent connaissance et finissent par percuter la planète sans même avoir été touchés par l'ennemi. Ils n'étaient pas d'une autre trempe comme certains le disent. Ils étaient jeunes, n'avaient sûrement pas la préparation physique qu'on a aujourd'hui, ils fumaient, ils buvaient pour oublier ou se donner du courage, et ils enchaînaient souvent plusieurs vols par jour. Mais ils n'étaient pas différents. Ils n'avaient juste pas le choix, et ils étaient doublés d'une motivation sans faille. Mais aujourd'hui, tout est différent, et si certains passent leur temps à se pignoler sur des vidéos de dogfight en pensant que c'est le quotidien des pilotes de chasse, eh bien, on est très loin, mais alors à des années-lumière de la vérité. L'objectif de l'armée de l'air, c'est 180 heures de vol par an et par pilote. Et on parle bien d'un objectif, ça veut dire que tous les pilotes ne font même pas leurs heures. Mais même 180 heures, ça ne fait même pas 1 heure par jour de taf. Et quand on sait qu'une mission peut parfois durer plusieurs heures, eh bien ça fait descendre la moyenne à 1, voire 2 missions par semaine. Et dans ces missions, eh bien le combat à vue ne représente qu'une infime partie du temps de vol. Alors si nos pilotes font une dizaine de dogfights par an, ils sont déjà contents. Parce que le combat aérien moderne, ce n'est pas ce que vous pensez. Et c'est limite chiant. Et comme je vous l'ai déjà dit, je sais de quoi je parle, j'en ai contrôlé des dizaines et des dizaines de ces missions. Le combat aérien moderne, c'est surtout de la diffusion d'une situation aérienne entre un ou plusieurs chasseurs et des opposants parfois distants de plusieurs dizaines de kilomètres et qui ne se verront sûrement jamais. Cette diffusion se fait grâce au contrôleur que j'étais, mais aussi par la transmission de données en provenance d'un AWACS par exemple ou d'une autre station au sol. Et le boulot du pilote de chasse, et surtout du leader s'il s'agit d'une patrouille, bien assis derrière tous ces écrans dans son cockpit, c'est justement d'intégrer toutes ces informations venant de l'extérieur, comme de ses propres capteurs, pour imaginer la technique qui va lui permettre de prendre le dessus sur l'ennemi et de mener à bien sa mission. Et dans l'avion, ça se passe souvent comme ça. Ça va jouer au jeu du chat et de la souris, avec des commits, des pumps, des grinds, des post-hauls, et tout ça sans jamais se voir jusqu'à ce que l'un d'eux décide finalement qu'il a une opportunité pour balancer un missile qui va parcourir les 20 ou 30 derniers kilomètres qui les séparent en espérant faire mouche. Parce que les pilotes ne sont pas des têtes brûlées qui font tête baissée au combat, le couteau entre les dents, comme un bourrin pour aller chercher à tout prix le combat à vue. C'est tactique, c'est fin, c'est délicat, et d'ailleurs, c'est là où réside toute la qualité d'un bon pilote. Un bon pilote doit être capable d'intégrer ce qu'en lui dit son contrôleur, ce qu'il voit sur son propre radar, sur ses différents écrans, et de se faire une image mentale en 3 dimensions de la situation tactique. Tout ça en gérant un ou plusieurs ailiers à qui il va devoir donner des ordres et assigner des tâches, sans oublier de gérer le pilotage de son propre avion en étant en permanence conscient de son cap, de son altitude, de sa vitesse et de son pétrole restant. Et en plus de tout ça, il doit rester dans le cadre strict de certaines règles d'engagement bien précises qui peuvent conditionner certaines de ses décisions. Et dans toutes ces missions, en arriver au combat à vue peut être analysé de 2 manières. À l'entraînement, c'est un bonus, parce que honnêtement, c'est hyper fun, et c'est sûrement ce qui a motivé masse de pilotes à s'engager dans la chasse. Par contre, en conditions réelles, en arriver au combat à vue signifiera sûrement que tu n'as pas été assez bon pour repousser ou détruire ton ennemi à bonne distance, que tu as quand même été assez bon pour peut-être toi-même faire repousser ou détruire par ton ennemi, et que maintenant la victoire ira au meilleur des 2 pilotes. Et ça, je vous assure qu'en réel, aucun des pilotes de chasse n'a envie d'en arriver là. Parce que là, la seule chose avec laquelle tu es en train de jouer, c'est ton bulletin de naissance. D'ailleurs, je vous demande de me trouver la dernière fois que 2 avions se sont retrouvés comme ça, face à s'enrouler dans un vrai combat aérien. Allez, cherchez et mettez-moi ça dans les commentaires pour voir. Le pilote de chasse n'est donc pas un athlète surentraîné physiquement. C'est juste un gars en bonne santé, souvent jeune et bien entraîné. Et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, que quand ça part en détachement, ils ne sont pas les derniers à se mettre une race au bar de l'escadrille le soir et à monter pas très frais le lendemain dans leurs avions. Par contre, le pilote de chasse doit avoir un cerveau suffisamment bien câblé pour pouvoir intégrer une multitude d'informations provenant de plein de sources différentes dans un environnement stressant et synthétiser tout ça dans l'espace de quelques secondes pour prendre des décisions qui peuvent faire la différence entre la victoire ou la défaite. Leur force ne réside donc pas dans leur physique,
mais dans leurs neurones. Et c'est là que l'armée de l'air fait bien son boulot. Elle ne sélectionne pas des gars avec la tête bien pleine, mais avec la tête bien faite, bien câblée pour faire le job, et c'est pour ça que la sélection est si difficile. Et ce qui est valable pour les pilotes l'est aussi pour les contrôleurs aériens. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais sur ce coup-là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que dans l'armée, vous pouvez devenir pilote avec un simple bac, en passant le concours élève-officier personnel navigant, par exemple. Ou alors, après t'être engagé, et passer un concours en interne. Alors oui, il y a voie royale, en passant par l'école de l'air, qui forme ce qu'on appelle les directs, des pilotes de chasse avec un niveau scolaire d'ingénieur destinés à devenir les futurs cadres de l'institution, commandants d'unité, commandants de base, puis généraux, en gros, les futurs administrateurs d'entreprise. Par contre, ceux recrutés niveau bac seront souvent de meilleurs pilotes, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ne feront que piloter pendant toute leur carrière, qu'ils passeront quasiment tous par une période où ils seront instructeurs, et qu'ils auront toujours plus d'heures de vol et donc plus d'expérience en l'air qu'un direct. Un même métier, mais mené avec deux cursus totalement différents. Alors voilà, vous l'avez compris, on n'était pas là pour casser du sucre sur le dos des pilotes de chasse, mais bien pour remettre certaines idées en place, pour comprendre où réside vraiment la force des pilotes de chasse. Et je rajouterai qu'il n'y a rien de chauvin à dire que nos pilotes sont reconnus parmi les autres nations comme faisant partie des meilleurs du monde. Et ça, je ne le sors pas de mon cul, mais bien des discussions que j'ai pu avoir avec des contrôleurs et d'autres pilotes de chasse étrangers avec qui j'ai pu discuter, et ils nous disent tous que nos pilotes sont vraiment excellents. Alors sur ces bonnes paroles, je pense que la vidéo a déjà assez duré, même plus longtemps que ce que je croyais. Alors donnez-moi votre avis là-dessus dans les commentaires, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours aéro bien sûr. Allez, tchuss!